Le projet CRG, après 5 ans de mise en œuvre, touche à sa fin. Au cours des 5 dernières années d'exécution du projet, de multiples actions ont été réalisées avec et par les enfants et des changements ont été opérés auprès des collectivités locales. Aujourd'hui, Yaodobe, assistant projet au Relutet, rapporte ce qui a été concrètement fait et les défis auxquels ils ont fait face. Fidèle auditeur de Radio Djina, bienvenue dans EMU, votre émission qui passe chaque mardi sur Radio Djina. Je suis Méchak Niaro, cher invité, bonjour. Bonjour, Méchak. Oui, alors comme je le disais tantôt, le projet CRG marque à ce jour 5 ans. À ce jour, où en êtes-vous concrètement? Bon, tout d'abord, c'est l'occasion pour moi de saluer les auditeurs de Radio Djina et ensuite parler un peu du projet CRG. Bon, pas tellement parler du projet parce que c'est un projet qui a déjà pris fin. C'est juste pour dire que cette émission est dans le cadre du projet quand même, quand bien même le projet a pris fin, déjà à partir de juin. Et donc, c'est de dire que c'est un projet qui a été financé par Plan International, à travers Plan International Suède, à travers Plan International Togo. Donc, c'est un projet qui nous a permis de renforcer les organisations de la société civile et les organisations d'enfants et jeunes de manière à ce que ces organisations deviennent plus influentes dans leurs différentes localités et changent maintenant, agissent pour participer à des prises de décision. Donc, grâce à Plan International, nous avons mené ce projet qui a commencé depuis 2019, juillet 2019, et déjà en juin passé, le projet a normalement pris fin. Donc, il est arrivé que, avec, disons, notre partenaire, on s'est entendu qu'on doit célébrer plutôt le projet là en décembre. Et donc, d'ici décembre, il y a encore des activités qui sont en suspens que nous allons continuer à mener. Donc, c'est juste un prolongement de 6 mois du projet. Et donc, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Oui. Alors, on pourrait d'une certaine façon dire que le projet est toujours en cours d'exécution. Si. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a motivé, comment dire ça, l'initiative, la mise en œuvre de ce projet de renforcement de la gouvernance des enfants? La mise en œuvre du projet ou bien la mise en œuvre de la poursuite? Non, d'abord du projet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir mettre en œuvre ce genre de projet? Le constat au début était que les organisations de la société civile ont vraiment certaines faiblesses. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas la capacité nécessaire de pouvoir interagir avec les décideurs. Ils n'ont pas la capacité de montrer une bonne gouvernance. Ils n'ont pas la capacité d'être légitimes vis-à-vis de ceux avec qui, ou bien ceux avec qui ils défendent leurs droits. Donc, il s'avérait nécessaire donc de renforcer ces organisations de la société civile de manière à aussi accompagner le gouvernement dans la réalisation des droits de l'enfant au Togo. Voilà ce qui nous a motivés. Mais par rapport à la poursuite du projet, les 6 mois supplémentaires qui restent, c'était juste pour poursuivre certains renforcements des capacités organisationnelles qui sont encore en suspens parce que après 5 ans du projet, il y a encore des besoins au niveau de chaque partenaire du projet. Donc, il faudrait renforcer ces capacités-là avant que le projet ne prenne effectivement fin. Et donc, c'est sur ça que nous sommes aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors, et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir impliquer les enfants dans la mise en œuvre du dit projet? Bon, pour les enfants, vous savez, déjà, il y a Mahatma Gandhi qui dit que si vous voulez agir sans moi, c'est-à-dire vous faites quelque chose sans moi, pour moi, ça veut dire que vous êtes contre moi. Donc, nous avons vu que les enfants ont aussi certaines capacités. Ils ont leurs capacités qu'ils développent. Donc, il faudrait nécessairement travailler avec ces enfants et non travailler avec eux, ou bien de les considérer, ou bien de les traiter comme des condescendants,
Donc, il faudrait nécessairement les impliquer parce que c'est eux qui maîtrisent leurs propres besoins. Les besoins, personne, nous les adultes, personne ne peut dire qu'ils maîtrisent mieux les besoins des enfants plus que eux-mêmes. Donc, c'est raisonnable que nous les impliquons, nous les faisons partie, nous les prenons comme des acteurs à part égale avec les adultes. Donc, c'est ce qui nous a amené à les responsabiliser durant tout le projet. On les a responsabilisés, donc ils ont produit leur propre projet. On les a accompagnés, on les a appuyés à réaliser ces activités-là. Voilà donc une première raison. La deuxième raison, c'est peut-être garantir une gouvernance locale en investissant dans les droits de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs que l'avenir de demain, c'est les enfants. Donc, si nous ne commençons pas à traiter ou bien à impliquer les enfants dans le développement local, il serait difficile que ces enfants aient les capacités nécessaires dans le futur pour pouvoir interagir citoyennement avec les décideurs. Donc, c'est déjà un moment d'apprentissage pour eux et dans le futur, ils pourront agir en conséquence. Bon, la troisième raison peut-être, c'est nous, les organisations des droits de l'enfant, adultes, les organisations adultes notamment, nous travaillons sur les questions des droits de l'enfant et les jeunes. Donc, si nous ne les impliquons pas, ça veut dire que nous n'avons pas notre légitimité. Nous recouvrons notre légitimité à partir donc des enfants. C'est les enfants qui doivent nous dire que tout ce que nous faisons va dans leur intérêt. Donc, s'il n'y a pas cette légitimité-là, si nous n'avons pas notre place nous ne pouvons pas revendiquer que nous sommes des acteurs qui protègent les droits de l'enfant. Donc, il faudrait nécessairement les impliquer. Voilà les raisons qui nous ont amenés à assurer la participation, qui d'ailleurs est un droit dans le sens dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Vous allez voir cela comme ils ont un fondement, un droit, un besoin pour les enfants. Participer au développement de la commune, participer à la prise de décision, et ainsi de suite. Donc, voilà les raisons qui nous ont poussés à impliquer les enfants dans le projet. Merci. Alors, lorsqu'on prend le thème du projet CRG, on dit renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits des enfants au Togo. Est-ce à dire que ce sont d'une part les droits des enfants qui vont primer lors de l'exécution du projet et de l'autre, est-ce que ça veut dire que les enfants avec lesquels vous avez travaillé seront plus tard impliqués dans la gouvernance tant locale que gouvernementale du pays? Bon, à notre niveau, tout ce que nous faisons, c'est pour les enfants et les jeunes, les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, si par exemple, mais ça contribue également aux droits de l'homme de manière générale. L'enfant est un homme, un adulte aussi est un homme. Donc les droits disent que là où vous respectez mes droits, donc je suis obligé c'est-à-dire les droits sont complémentaires avec les devoirs. Oui. Et donc, ce qui veut dire que là où il y a les droits de l'enfant, il y a les droits de l'enfant, il y a aussi les droits de l'homme. Et donc, de manière concomitante, donc les deux doivent respecter à la dignité humaine. Donc, bon, rappelez-moi s'il vous plaît. Oui, je demandais si le fait qu'on dise dans le projet qu'on renforce la capacité de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant voulait dire que les droits des enfants allaient primer dans tout ce qui allait être fait. Ok. Oui, à notre niveau, c'est les droits de l'enfant qui sont devant. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour les enfants et aussi avec les enfants. Et donc, les droits de l'enfant et des jeunes sont au devant. Et cela garantirait un avenir meilleur en termes de développement, en termes de participation citoyenne de ces enfants-là. D'accord. Alors, en quoi a consisté le rôle de ces organisations d'enfants et de jeunes dans la mise en œuvre du projet? Oh, vous voyez, sur le projet, je parlais tout à l'heure de responsabiliser les enfants. Nous avons responsabilisé les enfants. Ce qui veut dire que les enfants ont été considérés comme des acteurs à part entière, des acteurs
Donc, il nous fallait juste de renforcer les capacités et donc de leur donner, de leur appuyer, de leur donner disons, l'essentiel pour pouvoir revendiquer leurs droits. C'est ce que nous avons fait. Donc, les enfants ont été responsabilisés. Ça veut dire que sur le projet, nous avons mené des actions d'interaction avec les enfants, ont agi avec les communes et aussi avec les organisations d'enfants et jeunes dans les communes. Donc, ce qui veut dire que leur interaction a vraiment amené les décideurs locaux, les décideurs locaux plutôt, à pouvoir aménager un peu, disons, leur budget en tenant en compte les besoins des enfants. Voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. Par rapport à leur action. Par rapport à leur action. Et ensuite, les enfants ont été renforcés sur le contrôle citoyen de l'action publique. Et le contrôle de l'action publique, donc, après la formation, ils se sont dit que bon, ils vont se jeter sur le terrain pour expérimenter ce qu'ils ont appris à travers cette formation. Et c'est dans ce sens que ils ont identifié le besoin, c'est-à-dire l'objet du contrôle citoyen. Ils ont identifié le projet, disons, le problème citoyen qui se pose dans leurs différentes communes. Donc, après avoir identifié, ils en ont produit un projet. Ils ont bénéficié de notre appui financier et maintenant, sur le terrain, ils sont allés sur le terrain pour la collecte des données, c'est-à-dire quand ils disent que ceci est un problème dans ma commune, dans notre commune, par exemple, ils doivent argumenter, avoir des preuves, justifier ce qu'ils disent par rapport à ce problème-là. Donc, ils sont allés sur le terrain, ils ont collecté des données. Après la collecte des données, il y a un rapport qui en est sorti et le rapport-là constitue un document de plaidoyer, de négociation du changement sur le terrain. Donc, certains ont demandé même des rendez-vous avec les maires. Ils ont été reçus et l'échange a été vraiment dynamique. Et aujourd'hui, il y a des changements de part et d'autre, disons, à certains niveaux où nous avons intervenu. Oui. Comment est-ce que le choix a été fait pour identifier ces groupes d'enfants avec lesquels vous avez travaillé? L'identification, c'est déjà des groupes qui existaient. Par exemple, le CCNE, les CCPE et autres là, c'est des groupes qui existaient avant le projet. On les a mis en place depuis 2011 et bon, seulement le projet a renouvelé les instances de ces organes de conseil consultatif. Ensuite, il y a aussi d'autres organisations de jeunes qui existaient, les Youth Panel, le Roget, Alafia Jeunes, ainsi de suite. Donc, nous nous sommes appuyés sur ces organisations d'enfants et jeunes pour pouvoir agir sur les décisions au niveau des communes et aussi au niveau de l'État de manière globale. Oui. Est-ce qu'en cours d'exécution, peut-être dans les communes où vous avez travaillé, où il n'existait pas d'organisation d'enfants ou de jeunes, est-ce que vous en avez mis en place certains? Oui, on a rencontré ce problème-là dans la plupart disons, de nos zones d'intervention. Nous avons travaillé dans 5 préfectures. Les 5 préfectures, maintenant, après, avec la décentralisation, se sont éclatées en 26 communes. Oui, oui. Alors que, au niveau si nous prenons les CCPE, par exemple, les CCPE n'existent que dans 6 communes. Oui. Dans 6 communes, des 26 communes. Ce qui veut dire que nous avons peut-être, si on veut se baser sur ça, on aura vraiment un manque d'organisation d'enfants et jeunes avec qui nous pouvons. Donc, ce que nous avons fait, c'est que même au niveau de certaines communes, il existait déjà des clubs. Donc, certains ont travaillé avec des clubs d'enfants. Certains ont travaillé avec les Youth Panel qui existent dans leur milieu et d'autres organisations d'enfants et jeunes. Bon, vraiment, ça a été vraiment des expériences au niveau des communes et aussi au niveau des enfants, des organisations d'enfants et jeunes. Et de manière globale, ce qui est sorti de ça a impacté d'une manière globale le budget
et aussi les attitudes, la manière dont, ou bien la perception que les adultes ont souvent sur les enfants. Donc, ça a changé aussi ces perceptions des adultes sur les enfants. Voilà. Alors, comment est-ce que ces organisations d'enfants et de jeunes ont réussi à s'approprier le projet en tenant compte des réalités auxquelles chacune des communes, chacune des villes est confrontée ou fait face? Bon, les organisations d'enfants et jeunes sont dans leur milieu local, dans leur milieu, disons, bon, ils vivent dans ces milieux-là. Et de même, les acteurs communaux, les communes aussi résident dans ces différents milieux. Donc, nous pouvons dire qu'il y a vraiment une appropriation du projet parce que l'appropriation veut dire que la manière dont vous prenez à cœur les problèmes des enfants, donc ça a changé. Les enfants eux-mêmes s'intéressent de plus en plus, c'est-à-dire ils cherchent à agir dans ce groupe-là. D'autres même réclament à faire partir de certaines organisations d'enfants et jeunes. Oui. Et maintenant, au niveau des communes, là où il n'y en avait pas, disons comme les CCP et autres là, il y a la demande au niveau de ces communes-là. Et ils voudraient aussi avoir des CCPE à leur niveau. Donc, c'est ce qui nous a amené à poursuivre nos actions de plaidoyer au niveau du ministère. Actuellement, ce que nous attendons avec, disons, le ministère, et nous pensons qu'avec la compréhension de tous, il y aura dans les prochains jours un arrêté ministériel qui va instituer les organisations, les conseils consultatifs dans toutes les préfectures du Togo. D'accord, merci. Alors, lors de votre intervention, vous aviez dit que vous avez travaillé avec beaucoup d'organisations d'enfants et de jeunes. Comment est-ce que vous avez procédé? Comment est-ce que vous êtes arrivé à leur fournir des formations en renforcement de capacité? Bon, les renforcements de capacité sont faits suivant leur disponibilité, parce que leur intérêt, c'est d'abord aller à l'école. C'est l'intérêt supérieur, aller à l'école ou bien apprendre un métier. Donc, nous tenons compte de leur disponibilité et maintenant, ce qui nous amène à les former même les week-ends, les congés, les vacances. Donc, le week-end, les dimanches, nous-mêmes, quand il s'agit de renforcer les capacités des enfants et jeunes, nous les renforçons. Donc, ces formations ont été faites à Lomé, à Palimé, à Blita, Sotoubois et puis à Kara. C'est nos zones d'intervention. Donc, dans tous ces milieux-là, les enfants ont été renforcés sur le plaidoyer, comment interagir avec la commune, sur le contrôle citoyen de l'action publique, ainsi de suite. Il y a même sur la vie associative, la diversité, la redevabilité, ainsi de suite. Donc, ces capacités leur permettent aujourd'hui d'agir dans leur milieu avec beaucoup plus de dynamisme. D'accord. Alors, est-ce que vous avez été emmené à les accompagner lorsqu'ils étaient sur le terrain ou lorsque, par exemple, ils sont allés visiter, rencontrer les autorités locales? Oui, l'accompagnement d'abord nécessite un travail préalable, c'est-à-dire considérer, leur créer un environnement protecteur, un environnement qui sécurise leur intervention. Donc, par rapport à ça, il y a des dispositions de la politique de sauvegarde qui sont appliquées. Et donc, l'accompagnement que nous pouvons dire ici, c'est juste, eux, ils ont l'idée. On essaie de voir l'idée avec eux, l'idée de projet. On essaie d'analyser l'idée de projet là. Est-ce que ça répond vraiment à leur formation? Donc, si ça répond, donc ils continuent donc à produire un projet, à prendre un projet. Donc, après le projet, nous les appelons, on étudie ensemble et puis on analyse la manière dont il faut réaliser ces activités-là. Et puis, l'accompagnement financier vient après et ils se jettent sur le terrain. Ils se jettent sur le terrain. Donc, je disais que nous les responsabilisons. En termes financiers, c'est eux-mêmes qui répondent,
Donc, ils justifient tout ce qu'ils ont fait comme dépenses au cours du projet. Et donc, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Il y a des adultes, quand nous prenons Sotou-Bois, Blita, Kara, Sokodé et ensuite Palimé, donc il y a des organisations adultes qui les accompagnent. Et ces organisations adultes leur donnent des orientations, des conseils, donc et puis on les coach d'une manière globale et puis donc ils mènent leur activité et ils nous rendent compte. Oui. Alors, de façon globale, comment est-ce que vous avez apprécié votre collaboration avec ces organisations d'enfants et de jeunes? La collaboration, je crois que ça a été vraiment parfaite. Il faut pas, il faut reconnaître que les enfants ont vraiment des capacités parce qu'ils développent certaines aptitudes, les aptitudes pour le changement vraiment, que parfois nous les adultes ça nous dépasse. Il suffit pour nous donc de les accompagner et puis dans le futur, ils seront eux-mêmes capables de mener sans nous. Oui. Parlons maintenant de votre lutte pour les droits des enfants au niveau des communes. Quels sont spécifiquement les droits qui ont été mis en avant? Les droits qui ont été mis en avant Oui, sur le projet. oui, sur le projet. D'abord, la participation a été vraiment importante pour nous. La participation. La participation, après la participation, on peut aborder tous les droits de l'enfant, parce que on ne pourrait pas accepter que un enfant impliqué dans le projet soit victime de violence, quelle que soit sa nature. Donc, nous tenons rigueur par rapport au respect de tous les droits. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous tenons rigueur par rapport à l'application de notre politique de sauvegarde des enfants et des jeunes impliqués dans les projets. Ok, d'accord. Alors, quel est votre avis par rapport au budget communal? Bon, les budgets communaux, aujourd'hui, je peux dire que nous avons des améliorations. Quelle que soit la commune, nous avons des améliorations. Et je ne dirais pas que c'est des budgets qui sont sensibles aux droits de l'enfant. Je ne dirais pas que c'est des budgets qui sont tellement sensibles. Parce que la sensibilité, pour parler de la sensibilité, on a besoin des critères. Et les critères, c'est-à-dire quel est le fond, quels sont les fonds, les domaines qui concernent les enfants dans le budget. Et on voit complètement on voit le total de ces budgets-là et dans la réalisation, dans la mise en œuvre de ces budgets, est-ce que les enfants ont participé? Est-ce que ça a eu un changement dans la vie des enfants dans la commune? Donc, s'il faut rassembler tous ces critères-là, je ne dirais pas que nous sommes aujourd'hui à des budgets sensibles, mais nous sommes satisfaits pour la simple raison que les communes ont vraiment pris en compte beaucoup de besoins qui concernent les enfants concernant l'éducation. Ils ont investi disons, dans la construction de la clôture des écoles, dans les fournitures scolaires. Ils ont investi aussi dans les latrines scolaires, les lampadaires scolaires, ainsi de suite. Bon, s'il faut revenir au niveau de la santé, par exemple, certains ont pris en compte les besoins parce que les besoins qui protègent aussi les enfants. Et recruter une sage-femme, par exemple, pour l'accouchement de nos mères, donc constitue vraiment une action de protection des enfants et également une action qui concerne sa santé. Donc, des initiatives de ce genre ont été prises de part et d'autre des communes. Donc, nous sommes satisfaits quand même que nos projets ont été vraiment entendus et pris en compte par les communes. D'accord. Alors, vous pouvez nous rappeler le nombre de communes avec lesquelles vous travaillez? Nous avons travaillé avec 26 communes au total, notamment les communes de Cloto. À Cloto, c'est 3 communes. À Lomé, le Grand Lomé, c'est 13 communes. Et 3 communes à Blita, 3 à Sotobois et 4 à Kara. Donc, au total, nous avons 26 communes dans lesquelles le projet a intervenu. Oui. Alors, que pensez-vous? Quels sont les points sur lesquels il faudrait apporter des améliorations? Bon, pour les améliorations,
Je crois que c'est des poursuites en termes de renforcement de capacité. Parce que s'il y a des changements, il faut garantir ces changements-là, il faut consolider ces changements-là. Donc, nous devons normalement poursuivre des renforcements de capacité, étant donné que les communes ont désigné en leur sein des personnes, des points focaux de protection de l'enfant, et avec ces personnes-là, même si le projet finit, eux, ils doivent normalement continuer à travailler. Et aujourd'hui, on sent vraiment leur activisme, leur dynamisme en termes de protection de l'enfant et ils agissent en conséquence. Donc, il faut continuer à les renforcer et aussi la collaboration entre ces communes et puis les jeunes là, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut que nous, les organisations adultes, nous poursuivons des actions pour que vraiment ça soit plus consolidé. Alors, revenons un peu sur la question de la budgétisation sensible aux droits des enfants. Comment est-ce qu'on peut procéder pour pouvoir y parvenir? Pour la budgétisation. Oui, sensible aux droits des enfants. Oui. Bon, y parvenir, peut-être vous savez que pour faire un budget, il faut une lettre d'orientation. La lettre d'orientation budgétaire est envoyée aux communes par le ministère de la décentralisation. Et c'est sur cette base-là que les communes peuvent organiser des débats budgétaires, c'est-à-dire organiser les acteurs de la commune pour pouvoir penser aux besoins qu'il faut prendre en compte dans le budget. Et maintenant, ça, c'est la phase de formulation du budget. Donc, l'autre phase, c'est l'adoption. Au niveau de l'adoption, les élus locaux disent que, bon, pour telle ou telle ligne, nous sommes satisfaits ou pas du montant qui a été affecté. Et parce que, disons, le besoin se fait sentir dans la commune. Donc, il faudrait normalement qu'ils interviennent et agissent sur les problèmes, ces problèmes. Et donc, après l'étape de l'adoption, il y a la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, disons, même avant l'adoption, au moment de l'adoption, les enfants doivent être là et juste avoir leur avis sur ce qui est consacré à la protection de l'enfant. Ils doivent émettre leur avis ou soit être informés de comment ils pourront réaliser ces besoins-là dans le futur. Et là, dans la mise en œuvre, ils peuvent être aussi sollicités par les communes être sollicités par les communes pour agir sur certains problèmes. Par exemple, si nous prenons le problème du mariage des enfants que nous observons dans toutes les communes, c'est les enfants eux-mêmes qui peuvent aussi sensibiliser leurs pères sur les comportements à adopter pour pouvoir se protéger ou bien se mettre à l'abri de ce problème-là qui est le mariage des enfants que nous constatons dans les écoles, dans la communauté et un peu partout. Donc, après la phase de mise en œuvre, il y a le suivi, évaluation et même l'audit. Donc, à tous les moments, les enfants doivent être là pour voir comment est-ce que nous sommes considérés dans la mise en œuvre ou bien dans le budget. Bon, maintenant, au niveau de suivi, évaluation, c'est le moment d'avoir le changement qu'il y a eu à travers la mise en œuvre du budget. Quel est le changement? Est-ce que ce qui a été affecté pour tel problème ou tel problème, est-ce que ce problème-là a été résolu? Donc, c'est des données qu'il faut collecter un peu partout pour justifier le changement qu'il y a eu dans l'utilisation de ce budget-là. Et vraiment, avec le temps, il faut mesurer l'impact de ce budget-là sur la réalisation de la situation, sur la situation des enfants dans la commune. D'accord. Alors, après que les organisations d'enfants et jeunes aient lutté, combattu pour qu'un budget soit voté en faveur des droits des enfants, est-ce qu'au moment de l'exécution dans les communes, ils sont impliqués? Au moment de l'exécution, donc déjà, il y a un début. Non, je disais que en termes de sensibilité, ce n'est pas,
ne pouvons pas dire que tout est pris complètement en compte. Donc, euh, les enfants sont pris en compte à certains niveaux. On voudrait, c'est-à-dire la commune voudrait écouter leur voix sur le sujet avant de se prononcer ou bien avant de prendre des décisions. À Sotoubois, le maire, chaque fois, invite les organisations d'enfants lors de leurs débats, de leurs rencontres, de leurs sessions. Les enfants arrivent. Mais par moment aussi, les enfants n'ont pas aussi de temps parce que l'école est d'abord un plus important. Mais seulement ce qu'on pourrait faire pour améliorer cela, c'est que l'information aussi doit arriver un peu plus tôt pour que les enfants puissent s'organiser. Et s'aménager. Aménager un peu, ou bien trouver quelqu'un qui serait disponible à ce moment pour participer à la session au nom de tous les enfants du milieu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question. D'accord. Alors, à ce jour, techniquement, on dira que vous avez le projet fini, même s'il a été prorogé. Dites-nous, quel est l'essentiel des changements qui ont été induits grâce au projet CRG? Bon, le changement, je peux dire d'abord que nous en avons eu au niveau de la lettre d'orientation budgétaire que le ministère envoie aux communes pour pouvoir formuler leur budget. Il y a eu un changement. Au début, la lettre demandait seulement aux communes de collaborer avec les organisations d'enfants et les organisations de la société civile. Un point très. Bon, maintenant, avec le projet, nous avons remarqué ce changement-là qui maintenant demande aux communes d'affecter 20% de leurs ressources propres pour le financement du développement au niveau local. Déjà, c'est déjà un début. C'est un début. La réalisation maintenant de cela, ça va arriver avec le temps parce que la plupart des communes sont des communes à problème en termes de recouvrement des ressources. Les ressources qu'ils doivent collecter au niveau local sont rares. Donc, tout le problème là se pose plus au niveau des communes rurales. Voilà, disons, ce que je peux dire à ce niveau-là, en tant que changement. Bon, l'autre changement que je peux aborder, c'est le changement relatif à la collaboration avec les organisations d'enfants et jeunes. Au début, on prenait, même nous, les organisations adultes, jeunes, les organisations adultes, nous considérons les enfants comme, disons, des personnes qui n'ont pas les capacités nécessaires pour pouvoir agir en tant qu'acteurs. Donc, on les prend, on les considère, on les traite avec condescendance. Et par le projet, nous avons reçu des renforcements de capacités. Comment est-ce que nous, les organisations adultes, nous pouvons collaborer avec les organisations d'enfants et jeunes et jeunes, parce que eux aussi, ils ont leurs capacités, même si ça ne correspond pas à ce que nous avons, eux aussi, ils ont leurs capacités et ils agissent par rapport à ça. Et puis, disons là, on a finalement les mêmes impacts. Donc, il faudrait nécessairement que cette collaboration-là, cette collaboration-là a amélioré avec le projet, a amélioré. Aujourd'hui, les communes sont attentives aux organisations d'enfants et jeunes. Ils travaillent avec ces organisations d'enfants et jeunes, écoutent leurs besoins et les considèrent dans la prise de décision. Bon, la preuve, c'est que à partir de demain même, au niveau de GOF 3, le réseau des organisations d'enfants et jeunes a délégué une personne pour les représenter dans la définition de la vision de la commune, les orientations stratégiques et puis les objectifs pour élaborer leur plan de développement communal. Ça, c'est une avancée. Effectivement. Donc, le projet se réjouit de cette initiative de la commune de Golfe 3 et aussi tant d'autres sur le terrain. Et si nous encourageons cela, il faudrait que ceux qui n'ont pas encore
en dehors de notre zone d'intervention. Ceux qui n'ont pas encore, disons, adopté cette approche-là peuvent déjà commencer à le faire de manière à ce que le développement de la localité soit inclusif. D'accord. Alors, qu'envisagez-vous faire pour consolider tous les changements induits que vous avez cités? Oui, pour consolider ces changements, nous pensons toujours avec les communes, ensemble avec les communes, nous devons poursuivre nos initiatives de renforcement de capacité. Renforcement de capacité, on doit toujours continuer parce que ça ne finit jamais. Au niveau des enfants, parce que les groupes d'enfants, il y a vraiment une certaine mobilité. Les enfants changent tous les ans, c'est-à-dire une année, moi je suis dans cette commune cette année. Après les examens, je réussis aux examens, je dois aller à l'université. Si l'enfant est à Sotobois ou à Kara, par exemple, il doit soit se déplacer vers Lomé pour poursuivre son étude. Bon, d'autres même vont dans d'autres zones pour pouvoir apprendre leur métier. Donc, avec cette mobilité des enfants et jeunes là, nous devons aussi continuer à renforcer leurs capacités et renforcer. Bon, déjà, il y a déjà un début de renforcement de capacité au niveau des communes, c'est-à-dire nous avons eu les points focaux, nous avons renforcé les points focaux nommés par les maires sur les questions de comment travailler avec les jeunes et ensuite sur leur rôle et responsabilité en tant que point focal protection de l'enfant dans les milieux. Donc, avec eux, il faudrait que même si le projet finit, ils doivent continuer à travailler. Donc, nous, à notre niveau, de temps en temps, nous pouvons mobiliser des ressources et venir à renforcer leurs capacités sur les questions qui restent encore en suspens. D'accord. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Bon, les perspectives d'avenir pour le projet, bon, ça rentre toujours dans la question de consolidation des acquis du projet. Donc, le renforcement, nous devons toujours poursuivre, mobiliser d'autres ressources supplémentaires pour accompagner les communes pour la réalisation des besoins, des droits et de l'enfant. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Quel est votre mot de fin? Bon, tout d'abord, c'est de remercier les auditeurs de Radio Djena pour l'écoute. Donc, je ne manquerai pas à remercier le partenaire financier du projet, CRG, et parce que grâce à son projet, nous avons eu vraiment des avancées sur le terrain en termes de budget sensible aux droits de l'enfant, en termes aussi de prise en compte des besoins des enfants dans le budget. Et donc, voilà, il faut remercier ce partenaire-là pour son accompagnement financier. Et les maires aussi vraiment sont vraiment écoutés, intéressés par le projet. Et nous avons, grâce à eux, nous avons vraiment eu des changements au niveau de leur budget. Donc, nous leur remercions également parce que leur collaboration a été vraiment utile pour le projet. Voilà ce que je peux dire. Et je vais vous remercier aussi pour l'audience que vous m'avez accordée ce matin pour parler de ces avancées, de ces changements constatés sur le projet. D'accord. Merci à vous, Yaodo B. Merci de toujours de toujours choisir Radio Djena. Je rappelle que vous êtes assistant projet au Relutet. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidèle écoute. L'émission s'achève ainsi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.